Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous ce vendredi pour le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité, nous allons parler du Soudan du Sud aujourd'hui. Le processus de paix semble quelque peu enrhumé. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'opposition armée ne participera pas à la formation d'un gouvernement d'unité nationale comme prévu le mois prochain. C'est ce qu'a fait savoir le SPLM-IO, le groupe d'opposition de Riek Machar. Riek Machar et le président Salva Kiir ont signé un accord de paix l'année dernière pour mettre fin à 5 ans de conflit. Ils devaient se mettre d'accord sur un partage du pouvoir d'ici le 12 novembre prochain. Bien, la date avait déjà été reportée une première fois. Selon Pokebot, porte-parole du mouvement rebelle, ils ne participeront pas au nouveau gouvernement tant que la totalité de l'accord de paix n'a pas été mise en œuvre, a-t-il déclaré. Voilà, Mamadou Diouf, une nouvelle pierre d'achoppement sur la voie de l'application de cet accord de paix. Oui, c'est vrai que c'est un accord qui avait suscité à un certain moment de l'espoir, mais très vite, les gens ont compris qu'on retourne à une situation qu'on connaît déjà. Plusieurs fois, des accords ont été signés pour le Soudan du Sud et on n'avait pas obtenu de résultats. Mais ici, l'action de l'ancien président du Soudan, Omar el-Béchir, du président Museveni de l'Ouganda, de l'IGAD, l'organisation régionale qui regroupe les pays de la zone, avait fait plus un certain nombre de pressions qu'on se disait, bon, cette fois, on a eu le bon accord. Le deuxième élément qui créait l'espoir, c'est qu'il y avait le partage du pouvoir. Parce que quoi qu'on dise dans ce problème, ce n'est pas les populations le plus gros souci des antagonistes, mais c'était plutôt le partage du pouvoir. L'accord avait bel et bien prévu le partage du pouvoir. Et malgré tout, on n'a pas pu obtenir les résultats souhaités parce qu'il y a beaucoup de points de l'accord qui aujourd'hui ne sont pas mis en œuvre. Raison pour laquelle Riek Machar lui-même, qui devait rejoindre Djouba, la capitale, n'est toujours pas retourné. Il se trouve au Soudan depuis fort longtemps. Alors, pourquoi aujourd'hui ces partisans pensent qu'il n'est pas opportun de participer au gouvernement? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il pose toujours le problème de la sécurité de Riek Machar, qui dans l'accord doit retourner et doit reprendre son poste de vice-président. Les gens considèrent qu'il y a une expérience qui était là. Quand les accords de 2015 ont été signés, il est retourné effectivement au Soudan du Sud, mais il a été victime d'une tentative d'assassinat qui l'a fait quitter à nouveau le Soudan du Sud. Et cela fait que les gens demandent des garanties en termes de sécurité par rapport à sa personne, puisque c'est lui qui a signé l'accord. Le deuxième élément, dans l'accord, on disait qu'il fallait désarmer les troupes. Il fallait faire la liste pour ce qui est des cantonnements, pour qu'on sache où sont les troupes de qui. Mais dans un pays où les gens considèrent plutôt que la guerre n'est pas terminée, personne ne veut dire voilà le nombre de mes troupes, personne ne veut dire voilà le lieu où j'ai regroupé mes troupes, parce que s'il y a encore une bataille, l'adversaire ne se cassera pas la tête, il sait exactement où aller attaquer directement. Raison pour laquelle ce point de l'accord, qui était un point important et qu'il fallait faire avant la mise en place du gouvernement, ce point n'est toujours pas à l'ordre du jour. Quand le problème a été posé, le gouvernement a dit tantôt qu'il y avait un problème d'argent, parce que pour le cantonnement, pour le désarmement, il faut de l'argent. Il disait même qu'il faut autour de 285 millions de dollars, ce qui est quand même une somme énorme. Mais les puissances étrangères, la Troïka par exemple, qui a accompagné cet accord, en plus des pays que j'avais cités tout à l'heure, n'étaient pas convaincus de ce qui était dit, ce qui créait une réticence à mettre cet argent à disposition. Et voilà un certain nombre de raisons qui font que Riek Machar et ses partisans refusent de participer à un gouvernement dont le partage avait déjà été fait. On a créé 5 postes de vice-premier ministre pour montrer que carrément c'est un partage du gâteau qui a été fait avec ces accords de septembre 2018. Alors, quand les Riek Machar et ses partisans évoquent la question sécuritaire, qu'est-ce qu'ils entendent clairement? C'est-à-dire, ils ne veulent pas être protégés par les militaires sud-soudanais, c'est ça? Tout à fait. Riek Machar et Salva Kiir se connaissent. C'est eux qui étaient au niveau du SPLA, c'est eux qui luttaient à l'époque contre Khartoum. Donc très certainement, chacun d'entre eux sait ce que l'autre est capable de faire.
il y a effectivement un véritable problème de confiance entre les deux hommes. C'est pourquoi Riek Machar, tout comme ses partisans, considèrent que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que l'ONU a des troupes sur place, 13 000 hommes. Eux, ils préfèrent que Riek Machar soit plutôt protégé par les troupes de l'ONU que par les soldats du sud-soudanais, puisqu'ils ne font pas confiance. D'autant plus que dans les accords, il y a cette recomposition de l'armée sud-soudanaise qui doit être faite et qui n'a pas été faite jusqu'à présent. Pour eux, l'armée qui est là, ce n'est pas l'armée du Soudan, c'est l'armée du président Salva Kiir. Salva Kiir étant l'adversaire de Riek Machar. Pour eux, amener Riek Machar, c'est le mettre carrément dans la gueule du loup. Est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que la question de la sécurité de Riek Machar n'avait pas été réglée à la signature de l'accord de paix? Si la question avait été non seulement réglée, une date même avait été fixée pour son retour à Juba. Le problème, c'est que son retour n'était pas la première phase. C'était pratiquement la dernière phase. Et les autres phases n'ont pas eu lieu. En particulier, ce désarmement dont je parle, il y a même les évêques qui ont fait une déclaration qui doit faire réfléchir en disant que, bon, ces gens sont là en train de parler de paix, mais ils se tirent dessus, c'est-à-dire qu'ils continuent les combats, et quand ils ne continuent pas les combats, ils préparent la guerre. Ce qui veut dire qu'il y a un discours qui est tenu, mais sur le terrain, ce que l'on voit, c'est des gens qui sont plus dans une position d'une éventuelle guerre qui va survenir que dans une position de nous allons faire la paix. Et ça permet de comprendre pourquoi, quand on dit désarmement, les gens ne veulent pas donner les armes. Quand on dit cantonnement, on trouve des excuses pour ne pas accepter ce cantonnement. Les gens sont plus dans une logique d'affrontement que dans une logique de paix, malgré l'accord qui a été signé. C'est vrai que si l'on écoute aujourd'hui les partisans de Riek Machar, on a comme l'impression que le blocage pour la mise en œuvre de l'accord se trouve du côté de Kiir. Mais est-ce que du côté de Machar, tout ce qui devait être fait a été fait? Tout n'a pas été fait, mais c'est un jeu de politiciens en même temps. C'est du tu n'as pas fait ceci, c'est pourquoi je n'ai pas fait cela. C'est pourquoi quand on regarde l'organisation internationale Crisis Group, eux, ils disent qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui empêche à cet accord d'être fait, c'est la volonté de Riek Machar et la volonté de Salva Kiir, puisque c'est eux qui sont les deux chefs de file des deux pôles qui sont en train de s'affronter. Ils ont été très clairs là-dessus. Il y a un problème de volonté aussi bien d'un côté que de l'autre. Et cette question de volonté, c'est juste cet enjeu du pouvoir qui est là, cette crise de confiance dont je parlais tout à l'heure. Chacun pense que si l'autre s'approche, ça sera peut-être l'occasion pour qu'il en finisse avec moi et pour se retrouver seul avec le pouvoir. Et dans ces conditions, avec autant de méfiance, il sera bien sûr extrêmement difficile de dire qu'on va mettre ces gens et leurs partisans ensemble pour pouvoir gouverner le Soudan du Sud. Dans la mise en œuvre de cet accord, qui joue l'arbitre? Bien, l'arbitre principal est parti, puisque c'était le président soudanais Omar el-Béchir. Donc, beaucoup de gens même se posent la question, est-ce que son absence ne va pas rendre l'accord caduc, puisque le Soudan est très proche du Soudan du Sud, qui est issu du Soudan. Riek Machar était au niveau du Soudan à Khartoum, ce qui permettait au président soudanais de pouvoir faire pression sur lui, de pouvoir faire pression également sur le président Salva Kiir, puisque le Soudan du Sud dépend du pétrole, et le pétrole du Soudan du Sud passe par le Soudan pour pouvoir être amené sur le marché international. Donc il avait une posture qui lui permettait de pouvoir faire pression, et effectivement, on peut dire qu'une bonne partie de cet accord, on le lui doit, même s'il avait associé le président Yoweri Museveni dans cet accord-là. Donc, dès qu'il a été démis de ses fonctions, c'était la première question que les gens s'étaient posée. Quelle sera la conséquence sur le Soudan du Sud? Certains même avaient proposé, ipso facto, qu'on reporte tout ce qui avait été dit de 8 mois pour attendre un peu que la situation se clarifie au niveau du Soudan. Bon, ça ne s'est pas clarifié jusqu'à présent. Il y a un gouvernement qui vient juste d'être mis sur pied. Salva Kiir même a envoyé une délégation là-bas, rencontrer le président du conseil militaire de transition, mais on ne sent plus le Soudan dans cette affaire du Soudan du Sud, parce que le Soudan lui-même a son propre problème à régler, ce qui joue également sur le fait que la mise en œuvre de cet accord connaît du retard. Alors, pendant que l'on tergiverse sur la mise en œuvre de l'accord, sur le terrain, est-ce que le conflit se poursuit? Le conflit se poursuit avec moins d'affrontements, mais le conflit est là.
Parce qu'on parle tout le temps de Salva Kiir et de Riek Machar, mais il y a d'autres groupes qui sont minoritaires et il arrive que ces groupes se battent entre eux ou qu'ils se battent contre Riek Machar ou bien contre Salva Kiir lui-même. Mais de façon générale, depuis l'accord, il y a une sorte de cessez-le-feu général qui est là, mais qui n'a rien réglé. Parce qu'on a déjà connu 400 000 morts, il y a 4,5 millions de populations qui sont déplacées et régulièrement, on a le PAM qui crie « Si vous n'aidez pas le Soudan, ça va être la famine » parce que les populations sont vraiment dans une situation extrêmement difficile parce que dans l'incertitude, ni les investisseurs ne viennent, ni les populations elles-mêmes ne se risquent à faire quoi que ce soit parce que les lendemains sont tout simplement incertains. Machar n'ira pas au gouvernement. Qu'est-ce que Kiir compte faire? Pour le moment, il semble vouloir aller même sans lui. Ce qui serait dommage parce que ce serait une façon de faire reprendre immédiatement la guerre. Je me dis que tous les deux doivent réfléchir. Ils ont été reçus par le pape François et tout le monde se rappelle ce geste extraordinaire du pape qui vient se mettre à genoux devant ces deux personnes, qui embrassent leurs chaussures. Il ne l'a pas fait pour ces deux personnes. Il l'a fait pour ces populations qui sont dans des difficultés énormes, qui perdent la vie, qui sont blessés et qui ne trouvent pas véritablement de solution par rapport à leurs problèmes. Mais malheureusement, c'est comme s'ils ne sont pas sensibles, ou bien peut-être, c'est ce que Gérard Prunier, un historien, dit qui est vrai. Il dit que ce n'est pas la peine de se fatiguer en parlant de négociations par rapport au Soudan du Sud, pour la bonne et simple raison que le Soudan du Sud est dirigé par une bande de gangsters qui sont des incompétents. C'est exactement ces termes. S'il a raison, l'acte du pape risque de ne pas servir à grand-chose, malheureusement. Alors justement, si la situation continue ainsi, quelle peut être l'option, je dirais, maximaliste de la communauté internationale? C'est les sanctions. Je me dis que ce qui a été fait avec la Centrafrique doit pouvoir être fait avec le Soudan. Parce qu'avec la Centrafrique, l'accord n'a pas été obtenu simplement sur la base de l'acceptation des parties en conflit. Il y a eu de la pression. Pas seulement de la pression, mais ce qui a été fait en Centrafrique en combattant un groupe armé qui refusait de rentrer dans les rangs après avoir signé l'accord, il faut qu'on soit dans la même posture par rapport au Soudan du Sud. Il y a déjà 13 000 hommes qui sont sur place. Il faut qu'on leur fasse signer un accord et après avoir signé l'accord, que l'ONU se donne la force de pouvoir s'en prendre à celui qui, le premier, va prendre les armes contre l'autre. Quand c'est aussi clair que ça, on peut espérer qu'à défaut que les deux hommes ne prennent leurs responsabilités pour ramener le calme au niveau du Soudan du Sud, la pression internationale pourra les obliger à cesser cette guerre pour s'occuper du développement de ce pays. Merci Mamadou Diouf d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer un moment de pause, c'est vendredi, c'est le sport et nous recevons notre invité sport.